Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, de retour. Enfin, je pense pas qu'elle vous ait fraîchement quitté, c'était pas la même, c'est tout. À Racaille, on a perdu le compte des émissions, c'est pas très grave, nous sommes donc le 11 janvier, et pour animer cette émission, nous avons à la régie Piquet-Cou, comme d'hab, et dans le studio, notre camarade Jean, qui vous salue. Salut à tous, tout seul dans le studio. Tout seul dans le studio parce que Roro est à la... Je suis tout seul dans le studio. Ouais, parce que Roro est à la régie, il doit apprendre à manipuler les petits potards puisque notre camarade Maïté sera absente pendant 6 mois, pense-t-on, mais on espère que non. Et notre camarade Piquet-Cou ne pourra venir probablement qu'un mardi sur 2 pour assurer. Donc, il faut qu'on apprenne. Voilà. Je vais tout de suite passer la parole, après une pause musicale, je crois, à Raymond Lascience, qui va vous commenter l'actualité déprimante de ce pauvre petit pays pourri. Mais pour cette émission consacrée à l'éthique dans l'art, on va lancer donc The Knife, Pass This On.
Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, toujours sans Dieu, toujours sans maître, toujours sans publicité, oh surprise, avec Raymond Lassiance qui va la ramener tout de suite pour son petit quart d'heure de militance. C'était 1 minute théoriquement, mais c'est un expansionniste, limite impérialiste. Ouais, j'ai tendance à me répandre, c'est vrai. Oui, Jean. Bien, on t'écoute. Écoute, on commence avec l'hippodrome de Compiègne, si tu n'y vois pas d'inconvénient, mon cher Robert. Oh non. Très heureux de te retrouver. Au fait. Bon. C'est gentil. Eric Woerth contre-attaque en fait dans cette histoire, et vous allez voir que c'est pas triste. Hein. Donc dans la vente, hein, enfin ou la cession, je sais pas comment on peut appeler ça, des terrains comme des bâtiments hein, de cet hippodrome, il a donc été interrogé par un grand journal de droite français que je m'abstiendrai de citer sur l'absence en fait de mise en concurrence et sur le fait qu'il avait choisi la procédure de gré à gré pour la vente. Hein. L'ancien ministre a osé répondre aux journalistes: la majorité des ventes de l'État se font de gré à gré. Il n'y avait pas d'autre acheteur possible que la SCC. Il ne fallait donc pas faire d'appel d'offres. Organiser un appel d'offres, hein, alors qu'il n'y avait qu'un seul acquéreur potentiel et que le terrain était déjà occupé, risquait de faire baisser le prix. Cette vente réalisée dans l'intérêt de l'État devrait être applaudie. Bon ma maman on sera d'accord, hein, voilà ce qu'en bon français on appelle un raisonnement spécieux. Il n'y avait pas d'autre acheteur possible que la SCC, hein, donc il ne fallait pas faire d'appel d'offres. Ça c'est vraiment trop fort. Hein. Comment le vendeur peut-il savoir s'il y a un ou plusieurs acheteurs tant qu'il n'a pas mis son appel d'offres sur la place publique? Bon. Alors, deuxième affirmation aussi péremptoire qu'infondée, organiser un appel d'offres alors qu'il n'y avait qu'un seul acquéreur potentiel et que le terrain était déjà occupé risquait de faire baisser le prix. Le seul risque, en fait, eût été qu'il y eût d'autres acheteurs et que le prix s'en retrouvât tiré vers le haut. Les règles les plus élémentaires du capitalisme, dont ces gens se réclament pourtant sans cesse, se retrouvent piétinées avec une facilité déconcertante dès que des intérêts particuliers sont en jeu. Mais enfin, ça n'étonnera aucun des auditeurs habituels de cette radio. Et puis en réponse à un député du Parti socialiste qui dénonçait d'inacceptables fautes de langage du chef de l'État, s'apparentant à du populisme, le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, a vigoureusement défendu le style oral de Nicolas Sarkozy qui, selon lui, parle clair et vrai. Alors pour tous ceux qui ont eu la chance, hein, le courage ou l'inconscience, c'est selon de suivre les vœux à la nation à la télé ou à la radio, hein, les vœux à la nation du chef de l'État, le message de la Saint-Sylvestre reste en effet un morceau d'anthologie en matière de parler vrai. Hein. Je vais traduire ça comme ça. Il a appelé à une année de reconquête du temps, mais aussi des électeurs perdus, hein, mettant ainsi tous ses œufs brouillés dans le même panier percé. En tout cas, et Hortefeux de Paille, le fidèle, ne me contredira pas, si vous retirez de l'identité nationale le bon usage de la langue française et des idées qu'elle véhicule, que reste-t-il en dehors du sauciflard et du Beaujolais ? Certainement pas de quoi souder une nation, hein. Mais enfin, on aura compris qu'il ne s'agit pas, pour Luc Châtel, de tenter de corriger les graves déficiences syntaxiques et logiques, on va dire ça aussi, du chef de l'État. Les Français ont fait après tout avec pendant 3 ans et demi, hein. Ils continueront bien encore pendant quelques mois. Il s'agit bien sûr pour le ministre de l'Éducation nationale d'agir au niveau de son périmètre de responsabilité et d'obtenir des enseignants une vigilance accrue face à ce qu'on peut appeler la dérive linguistique dont le président montre le mauvais exemple aux écoliers du pays. Bon, enfin, tous ceux qui pensent que Sarkozy fait autant de fautes mais dit moins de conneries en anglais ont gagné. Ont gagné quoi ? Allez, tiens, un abonnement au Monde Libertaire. À propos de vœux et d'hortefeux, le chef de l'État a exigé de ses troupes, hein, de ses ministres, davantage de discipline. En Sarkozy, par discipline, il faut entendre loyauté, hein, et certains devraient prendre en exemple la loyauté du fidèle Hortefeux de Bouët, hein, chez qui sont pardonnés tous les péchés véniels, mais
également certains péchés mortels. Cérémonie des vœux présidentiels qui a été, allez savoir pourquoi, boudée par la CGT et son leader Bernard Thibault. Ce qui nous aura au moins valu un comptage des forces en présence exactement contraire à celui qui prévaut d'habitude dans les cortèges. Un manifestant selon la police, 0 selon les organisations syndicales. Et puis là, on arrive à du plus lourd. Les laboratoires Servier reconnaissent enfin les risques liés au Mediator. Enfin, les diabétologues, bon sang si j'ose dire, les diabétologues avaient banni ce médicament dès 1998. Comment les laboratoires Servier pouvaient-ils l'ignorer et laisser les patients s'empoisonner pendant 11 longues années? Alors Servier, le bon docteur Servier, préfère se défausser sur les médecins généralistes qui sont accusés de prescriptions abusives et inappropriées. C'est plus qu'affligeant de médiocrité, c'est tout bonnement criminel. Il est vraiment trop facile de se défausser une fois de plus comme toujours, sur les médecins généralistes qui ne sont que des lampistes, qui subissent des pressions infernales des visiteurs médicaux, comme de leurs patients aussi, il faut le dire, et qui n'ont comme recours que de se tourner vers l'organisme certificateur, l'AFSAPS, un organisme qui est totalement noyauté par les représentants des labos. Ce système est complètement perverti, et ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui emportent la plus lourde responsabilité, avec la complaisance des politiques, bien sûr. Et puis on retourne à Hortefeux, des gendarmes sont venus chercher un enfant de 6 ans d'origine arménienne dans son école en Haute-Loire pour le conduire dans un centre de rétention avec son père, et je crois qu'il était dans cette école depuis 3 ou 4 ans, ce gamin, pour le conduire dans un centre de rétention avec son père, qui était en situation irrégulière, a-t-on appris hier, auprès de RESF. RESF, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, c'est Réseau Éducation Sans Frontières. Alors je propose qu'exceptionnellement, et je suis persuadé que Robert va en être d'accord avec moi, sur Radio Libertaire, on applaudisse la police. Quel courage il faut quand même pour venir appréhender un enfant de 6 ans dans les couloirs de son école. Même un radar automatique aurait fait preuve de plus d'humanité. Voilà, Maurice Papon en avait rêvé, Hortefeux l'a fait. Et puis pour ne pas faire de jaloux, on va finir avec Ségolène Royal. C'était une occasion à ne pas rater pour elle. Alors que tout le gratin socialiste était réuni ce samedi à Jarnac pour commémorer le 15e anniversaire de la mort de François Mitterrand, Ségolène a revendiqué sa filiation avec l'ancien président de la République. Sans complexe, elle a confié au Monde avoir envie de succéder, je cite ses propres termes, avoir envie de succéder en 2012 au seul socialiste parvenu à être élu chef de l'État. Et le problème, madame, c'est que la succession de Mitterrand est déjà assurée par Sarko. Après Jarnac, j'en fume. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci Raymond. Je dois ajouter à l'attention de nos camarades auditeurs que les bavures du sieur Hortefeux sont pas tout à fait nouvelles. Chercher des enfants dans les écoles, des gendarmes commis à cette basse heure, c'est pas du nouveau, c'est déjà produit il y a quelques années. À plusieurs reprises, même des enfants ont été cueillis dans des enfants de maternelle, oui, dans leur école. Ça c'est vu à plusieurs reprises, ou des grands-pères qui venaient chercher leur petit-fils à la sortie d'une école, se faire embarquer aussi par les gendarmes parce qu'ils n'étaient pas en situation régulière. Enfin bref, ce genre de bavure invraisemblable auquel on n'arrive pas, nous, à s'habituer, mais apparemment on est un peu solitaire parce que il semblerait que la majorité des Français vont continuer à reconduire ces zozos aux prochaines élections présidentielles. C'est bien parti pour, et c'est pas Ségolène Royal, l'héritier du seul faux socialiste qui a accédé au pouvoir en 1974, 81. Ouais, alors quand on a l'espèce de, comment se dire, c'est plus que du culot, c'est espèce de choses invraisemblables, encore une fois, de qualifier ce mec de socialiste par une prétendue prétendante à la succession, qui elle-même se qualifie de socialiste, on peut en ricaner.
Ce qui est une grande première, je crois, par contre, c'est d'avoir un ministre de l'Intérieur qui est mis en examen dans certaines affaires, condamné dans d'autres et qui reste en fonction. Moi, je fais appel à tous mes souvenirs. J'ai toujours été intéressé par la politique. J'ai commencé très tôt. J'ai pas le souvenir, même du temps de Pasqua, on n'a jamais vu un truc pareil. À côté, Pasqua, c'est un honnête homme, quoi. Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce cas de figure, mais on a eu quand même un ancien collabo notoire qui s'appelait Papon, qui a été quand même aussi ministre de l'Intérieur ou quelque chose comme ça, ou préfet de police, je sais pas, enfin bon, qui a eu des fonctions assez importantes alors que De Gaulle était au pouvoir, et c'est pas vraiment une première d'avoir un ministre de l'Intérieur condamné et toujours en fonction, c'est une première, mais d'avoir des espèces de fripouilles qui occupent ce poste, c'est pas la première fois, quoi. Il y a d'illustres prédécesseurs. Si on n'est pas sûr que Mitterrand ait des héritiers, Maurice Papon en a. Voilà. Et aux auditeurs qui auraient la mauvaise intention de nous appeler, je dois leur signaler que la ligne n'est pas viable parce que les PTT, enfin les ex-PTT baptisés France Télécom, vous savez ce truc où on se suicide à tire-larigot, ont coupé la ligne par erreur. Enfin une de plus ou une de moins, je sais pas. Voilà. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub.
à Racaille, là je ne sais plus combien, mais on s'en tape avec pour la 100e, c'est promis. Oui, c'est promis, si on se rappelle qu'il faut mettre des numéros. Avec toujours notre Jean qui est là maintenant, qui prend sa redingote de hussard noir de la République, oui, à l'instruction publique, mais aussi à l'instruction artistique, si on peut dire ça comme ça, qui va nous causer dans le poste de Vladimir Jankélévitch. Absolument, accrochez-vous. Et est-ce que tu peux aussi nous rappeler quelle musique nous venons d'entendre? Alors, c'était Martina Topley-Bird, Cornies. Ça, c'est une musique qui nous a été amenée par Guillemette il y a quelques semaines, voire quelques mois. Coucou Guillemette. Notre amie Guillemette, dont nous attendons, j'espère qu'elle nous écoute, dont nous attendons la visite en février. Guillemette en février. Guillemette en février, ça va être ça va nous débarrasser de l'hiver. Elle devrait venir nous parler d'un projet, enfin d'un travail qu'elle est en train d'effectuer pour ou avec Emmaüs. Oh bah superbe, bien. Et puis là, je vais vous lire un extrait de la musique et de l'ineffable. Ça date, le texte complet date de 1961, donc par Vladimir Jankélévitch. On parlait de Mitterrand, hein, c'était un de ses philosophes préférés. Jankélévitch, c'est 1903-1985. Alors la musique est inséparable de la pensée philosophique de Jankélévitch. Elle en était un prisme capital, je vais dire ça comme ça, replaçant sans cesse le philosophe en perspective et lui montrant surtout ses propres limites. Sa réflexion était en fait autant esthétique que philosophique, ce qui justifie d'ailleurs pleinement sa présence ici, bien qu'il n'ait rien écrit, à ma connaissance en tout cas, sur les arts plastiques. Apaisante, je rappelle que cette émission est dédiée aux arts plastiques. Apaisante et voluptueuse, la musique témoignait pour lui de la précarité de l'existence, et là je reprends ses propres termes, presque rien, pourtant essentiel. La vie, parenthèse de rêverie dans la rhapsodie universelle, n'est peut-être qu'une mélodie éphémère, découpée dans l'infini de la mort, ce qui ne renvoie cependant ni à son insignifiance, ni à sa vanité. La musique agit sur l'homme, sur le système nerveux de l'homme, et même sur ses fonctions vitales. Liszt avait écrit pour voix et piano Die Macht der Musik. N'est-ce pas un hommage que la musique rend elle-même à son propre pouvoir? Ce pouvoir que les couleurs et les poèmes possèdent parfois indirectement est, dans le cas de la musique, particulièrement immédiat, drastique et indiscret. Elle pénètre à l'intérieur de l'âme, dit Platon, et s'empare d'elle de la façon la plus énergique. Et Schopenhauer, sur ce point, fait écho à Platon. Par une irruption massive, la musique s'installe dans notre intimité et semble y élire domicile. L'homme que cette intruse habite et possède, l'homme ravi à soi n'est plus lui-même. Il est, tout entier corde vibrante et tuyau sonore. Il frissonne follement sous l'archet ou les doigts de l'instrumentiste. Et comme Apollon remplit la poitrine de la Pythie, ainsi la puissante voix de l'orgue, ainsi les doux accents de la harpe prennent possession de l'auditeur. Cette opération irrationnelle et même inavouable s'accomplit en marge de la vérité. Aussi tient-elle plus de la magie que de la science démonstrative. Celui qui veut non point nous convaincre par des raisons, mais nous persuader par des chansons, met en œuvre un art passionnel d'agréer, c'est-à-dire de subjuguer en suggérant et d'asservir l'auditeur par la puissance frauduleuse et charlatane de la mélodie, de l'ébranler par les prestiges de l'harmonie et par la fascination des rythmes. Il s'adresse pour cela non pas à la partie logistique et rectrice de l'esprit, mais à l'existant psychosomatique dans son ensemble. Si le discours mathématique est une pensée qui veut se faire comprendre d'une autre pensée en lui devenant transparente, la modulation musicale est un acte qui prétend influencer un être. Et par influence, il faut entendre, comme en astrologie ou en sorcellerie, causalité clandestine, manœuvre illégale et pratique noire. Solon le législateur est un sage, mais Orphée l'enchanteur est un mage.
Une vocalise n'est pas une raison, un parfum n'est pas un argument. Aussi l'homme parvenu à l'âge de raison s'insurge-t-il contre cette captation indue d'assentiment. Il ne veut plus céder à l'enchantement, c'est-à-dire aller là où les chants l'induisent. L'induction enchanteresse devient pour lui séduction et par conséquent tromperie. L'homme adulte refuse d'être captivé et il résiste aux croyances que l'holétique lui suggère. La femme qui persuade par le seul parfum de sa présence, c'est-à-dire par l'exhalaison magique de son être, la nuit qui nous envoûte, la musique qui obtient notre adhésion par le seul charme d'un trile ou d'un arpège, seront désormais l'objet d'une profonde méfiance. La musique, fantasme sonore, est la plus vaine des apparences, et l'apparence qui, sans force probante ni déterminisme intelligible, persuade sa dupe éblouie, est en quelque sorte l'objectivation de notre faiblesse. Voilà, alors ce très beau La musique et l'ineffable de Vladimir Yankelevitch est publié aux éditions du Seuil pour environ une 20aine d'euros. Voilà, c'est un livre majeur que je recommande aussi bien aux plasticiens qu'aux musiciens. Et vous pouvez le commander à la librairie Publico 145, rue Amelot 75 011 Paris, métro. Oberkampf, Richard Lenoir, la fille du Calvaire, République, Bastille, non, fille du Calvaire, Oberkampf et République. Téléphone de la librairie 01 48 05 34 08. Alors ils ont changé d'adresse mail, mais de toute façon je ne vous la donne pas. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Le site internet, lui, est toujours le même. Après les W, librairie-publico.com. Et si je peux me permettre, cher Jean, avec tout le respect que je dois à votre fonction de hussard-mort de la République. Non, s'il te plaît. J'ajouterais que la librairie Publico, qui a été fermée pendant une semaine pour inventaire, réouvre ses portes, comme d'hab, tous les après-midi, de 14h et quelques à 19h et quelques, et le samedi et le dimanche, de 10h le matin jusqu'à 19h, je crois, ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, la librairie Publico est à nouveau ouverte et vous pouvez vous y précipiter.
Radio Libertaire, c'est un peu brutal, mais bon. Je veux dire que je n'ai pas l'habitude de cohabiter avec la technicienne de régie. Quoique, je pourrais m'y habituer. On est toujours sur Arakaï et toujours sur Radio Libertaire et toujours avec notre Jean qui va continuer, qui va poursuivre cette mission, mais vraiment impossible de nous enrichir les neurones. Enfin, peut-être que nos camarades auditeurs, auditrices ou auditrices, auditeurs sont peut-être plus réceptifs que ma pomme. Mais j'aime Jean parce qu'il me donne l'impression d'être plus intelligent chaque fois que je le rencontre. c'est déjà quelque chose de formidable. Ouais, mais chacun son truc. D'ici 50, chers auditeurs, d'ici 50 minutes précisément, Robert sera devenu un technicien hors pair. On peut rêver. Mais Jean est un grand rêveur. Bon, bah écoute Jean, je te laisse dans l'arène. On vient d'écouter All & Oates, Man Eater. Daryl Hall et John Oates. Alors ça, c'est un morceau qui commence à dater un peu. Je pense que ça date du début des années 80, mais je trouve que ça s'écoute encore très très bien aujourd'hui. Et puis, je vais vous raconter que des histoires d'artistes contemporains ce matin. Ça te dit, Robert? Absolutely, my dear. Ça me dit beaucoup, parce que c'est vous qui racontez. Ouais, les artistes qui sont à peu près unanimement détestés à la maison des artistes. Ouais, toutes les brelles détestent les artistes contemporains en vrac, mais bon, parce qu'ils sont tellement minables, ceux qui détraquent ou qui déconnent sur les artistes contemporains, que bon, ce sont des vents de l'histoire. Alors le premier de ces artistes, on va dire qu'il fait plutôt dans la peinture. C'est un vrai peintre, hein, même si ça signifie plus la même chose d'être peintre aujourd'hui. Hein. Vous allez voir notamment qu'il introduit des matières organiques dans ses peintures. Puis c'est quelqu'un qui fait en bon catalan et qui fait aussi dans la poterie, la céramique, la sculpture. Enfin bon, mais c'est un peintre. Enfin, pour moi, exceptionnel maintenant, Robert. Pour moi aussi, Jean, et c'est toi qui me l'as fait découvrir. Comme beaucoup de mes découvertes depuis que nous nous fréquentons. Après, on aura quelqu'un qui fait plutôt dans la sculpture, même si là aussi c'est plus compliqué que ça. Et puis, avant la fin de cette émission, un plasticien qui est autant détesté qu'il est adoré, autant détesté par certains qu'il est adoré par d'autres. On verra ça tout à l'heure, mais on va commencer donc avec un peintre contemporain qui s'appelle Michel Barcelo et qui est né en 1957, donc il est plus jeune que nous. Robert, un peu plus vieux que Piquet-Cou. Il est né à Félanix, sur l'île espagnole de Majorque, hein, aux Baléares. C'est le fils d'un paysan, en fait, et d'une peintre paysagiste. Déjà, ça lui donne un profil un petit peu atypique. Hein. Diplômé de l'école des arts décoratifs de Palma de Majorque en 1973, je crois me souvenir. Il commence, en fait, l'école des Beaux-Arts de Barcelone, mais la quitte au bout d'un an à peine, hein, en raison du système académique qu'il accepte mal. Mais enfin, déjà, il s'intéresse vivement aux travaux de Marc Rothko, hein, qu'on a déjà vu ici, et de Lucio Fontana, qu'on verra une autre fois. C'est à peu près, je crois me souvenir que c'est à peu près à cette période qu'il fait son premier voyage à Paris, où il découvre l'art brut qui sera sa vraiment première source d'inspiration artistique. Hein. Revenu à Majorque, il participe à des actions contre le gouvernement expirant de Franco, ça laisse des tas de souvenirs à beaucoup d'entre vous, j'imagine, et cofonde également la revue Néon de Sureau. À cette même époque, il participe aux manifestations écologiques contre les projets immobiliers sur Majorque avec l'occupation de l'île Sa Dragonera. Après une première exposition à Barcelone, ça c'est en 1977, il commence à intégrer les matières organiques dans ses toiles, hein, comme je l'ai dit, ce qui restera d'ailleurs tout au long de sa carrière une technique très privilégiée. Hein. En 1978, il réalise un second voyage à Paris où il s'intéresse là plus particulièrement aux expressionnistes abstraits américains, hein, lors de l'ouverture du Musée national d'art moderne, et à leur approche de l'action
et du geste pictural, ce qui se confirmera d'ailleurs l'année suivante lors de sa visite de l'exposition commémorative itinérante des 50 ans du MoMA de New York à Madrid. Il s'inspirera alors des travaux du Pollock, on va dire des dernières années, de Cy Twombly aussi, qui lui est toujours vivant, de Riemann et aussi de De Kooning pour réaliser de grandes toiles couvertes de peintures abondantes selon la technique du dripping, la fameuse technique du dripping mise au point par Pollock, et de ces fameuses matières organiques exposées aux intempéries et subissant déformations et craquelures. Il entame alors sa carrière artistique internationale en participant à la Documenta de Cassel, dont on reparlera d'ailleurs au fil de l'émission. Vous verrez que c'est un peu un passage obligé. La Documenta de Cassel, sa participation à lui, c'était en 1982. Alors à partir de cette date, on peut dire que Barcelo est reconnu comme une valeur sûre de l'art contemporain. Et il est classé contre son gré, quand même, il faut le préciser, dans un nouveau courant assez ridiculement baptisé les jeunes sauvages. Voilà. Alors il devient l'artiste espagnol vivant ayant la plus grande visibilité internationale. En 1988, il réalise son premier voyage au Mali, en Afrique au Mali, en pays d'Ogon précisément, qui marquera, on peut le dire, un tournant majeur dans sa vie et dans son œuvre, comme ses carnets d'ailleurs de voyage et aussi ses aquarelles le reflètent. Depuis, Miquel Barcelo vit et travaille en alternance à Majorque, à Paris et au Mali. Ses œuvres sont présentes dans les musées les plus importants du monde, mais aussi dans les collections les plus prestigieuses, dont le Centre Pompidou à Paris d'ailleurs, qui lui consacra une rétrospective importante en 1996. Miquel Barcelo a souvent collaboré avec des artistes de la scène, notamment en créant les décors de nombreux spectacles de danse, de théâtre ou d'opéra, comme l'enlèvement au sérail de Mozart, monté par Jérôme Deschamps et Masha Makeyev, les inventeurs des chiens, en 2004. Et puis en 2006, il décide d'aller encore plus loin, en montant sur scène avec le chorégraphe et metteur en scène Joseph Nadj pour son spectacle Paso Doble, présenté au Festival d'Avignon tous les soirs. Le duo qu'il formait composait une œuvre sculpturale originale et différente à chaque fois, basée d'ailleurs sur les travaux de potier de Barcelo. Il a peint aussi une coupole pour le théâtre de Barcelone, réalisé également la redécoration d'une église à Palerme dans le cadre d'une exposition de son travail de céramiste, justement, et illustré la Divine Comédie de Dante qui fut présentée au Louvre en 2002, à cheval entre 2002 et 2003. Voilà. Miquel Barcelo a aussi achevé les décorations de la cathédrale Bajo El Mar de Majorque, excusez pour l'accent, sur son île natale des Baléares. Voilà. Je mettrai une toile de Miquel Barcelo sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Voilà mes amis. Merci mon Jean. Alors je veux dire que une camarade bien intentionnée m'avait offert une vidéo d'une action de Barcelo et de ses potes. C'était à Avignon, je crois, un truc comme ça. Lui, il faisait comment on appelle ça, une intervention en direct sur un mur d'argile magnifique. Oui. Tu la connais cette intervention? Oui, je viens d'en parler. Oui, mais comme je suis dans la régie, tu comprends, et que la régisseuse n'arrête pas de me distraire. Voilà. Mais bon. Et qu'est-ce que je veux dire? Et moi, ça m'a vraiment perturbé. J'ai trouvé que c'était un gâchis. Leur réalisation était vachement intéressante, pratiquement. Ouais. Mais ils avaient une manière de traiter la terre que je trouvais assez, je sais pas comment dire, inconvenante. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que moi je trouve que la terre c'est un matériau extraordinaire. C'est beau, quoi. Enfin, c'est la matière. C'est tellement, voilà, on est tellement dedans que la traiter comme ça, je trouvais que c'était un petit peu un truc d'enfant gâté, quoi. Tu vois, qui joue avec la nourriture. Et donc j'ai refilé ce CD et j'ai dit à ma camarade qui est vraiment, je lui ai dit bon écoute moi voilà ça m'a fait ça et ça et je l'ai passé à un copain qui a trouvé ça formidable
Donc, tu vois, Marie, il y en a quand même un qui a été heureux de recueillir et de garder ce CD. Voilà. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste qui se mélange ses gros doigts dans les potards. Enfin bon, c'est de la cuisine intérieure qui vous concerne pas, mais quand même, on aime même bien vous faire participer à tout ce qui se passe ici, que, contrairement aux radios plus sophistiquées, où on vous cache tout. On vous dit rien. Nous, on vous dit tout, on vous cache rien. Bien, mon Jean. Eh ben, on te passe tout de suite la parole pour notre dose d'instruction. Bon, on vient d'entendre la Broken Bells High Road. Ça, c'est un morceau qui m'a été envoyé par ma fille Sarah. Voilà, qui essaye que je meure pas non plus totalement idiot en matière de musique. J'aime bien. Et puis on va donc passer à quelqu'un qui fait plutôt dans la sculpture et de
de la Catalogne au Portugal avec Pedro Cabrita Reis, qui lui est né en 1956. Les trois artistes qu'on voit aujourd'hui sont à peu près nés dans les mêmes années, 56, 57, 58. Comment en vouloir à quelqu'un qui s'appelle Cabrita? Il est né donc, comme je le disais, en 1956 à Lisbonne, et il vit et travaille toujours dans cette ville. Ayant reçu quand même assez rapidement une assez large reconnaissance internationale, il a participé à de nombreuses et importantes expositions dans le monde. Entre autres, il a exposé à la Documenta de Cassel donc en 1992, ce qui nous fait exactement 10 ans après Michel Barcelo, mais aussi au 22e et 24e Biennale de Sao Paulo, de San Paolo, je sais plus comment on dit ça, en 94 et puis 98 aussi, et à la section Aperto de la Biennale de Venise, ça c'était en 1997. En 2003, il a représenté le Portugal à la Biennale de Venise. S'il utilise incontestablement l'espace tridimensionnel, comme tout sculpteur qui normalement se respecte, Pedro Cabrita Reis n'est pas seulement sculpteur. Le catalogue qui accompagne l'exposition actuelle au Carré d'Art de Nîmes, mais j'y reviendrai tout à l'heure, se répartit en grands domaines: dessin, peinture, photographie, sculpture. L'œuvre peut, à juste titre, convoquer tour à tour chacune de ces catégories, car les tubes fluorescents, qui sont l'un des matériaux, on va dire, de prédilection de Cabrita Reis, s'ils font naître un halo de lumière, déterminent une ligne comme celle que le crayon trace sur la feuille. On peut vraiment dire ça comme ça. Les cadres de façade en aluminium, le plâtre, les panneaux de verre sécurite, les briques, le simple câble électrique également, tous ces matériaux concourent à un système de représentation sans rien perdre de leur mystérieuse quotidienneté d'objets, brouillant la limite entre intérieur et extérieur, entre construction et objet. En 2009, le travail de Pedro Cabrita Reis a été très remarqué par ces deux installations dans le cadre de la Biennale de Lyon, notamment à l'entrepôt Bichat. Vous verrez, il y a des tas de photos de cette installation, de ces deux installations qui traînent sur Internet. Ça vaut le coup d'œil. Loin de la mélancolie de ce lieu désaffecté, pour ceux qui connaissent, l'entrepôt Bichat, l'exposition de Nîmes reprend, elle, cette œuvre pour la confronter à l'abstraction de la salle blanche du musée. L'exposition, remodelée dans chacune de ses présentations, apparaît comme une succession d'actions qui mettent en tension l'espace. Alors ne craignez rien, comme je vous l'ai dit, on reviendra à cette exposition de Nîmes qui a lieu actuellement, mais qui va se finir, je crois, avant la fin du mois de janvier. En tout cas, je vous en donnerai toutes les références en fin d'émission. À plusieurs reprises dans le parcours s'effectue un retournement de l'œuvre comme volume autonome dans l'espace à l'espace devenu œuvre. Presque minimaliste, on va dire, par l'utilisation de poutres, de cadres en aluminium, symbole de l'architecture moderne, presque arte povera, pour ceux qui connaissent, on en a déjà parlé ici, d'arte povera, presque arte povera par l'utilisation d'éléments quotidiens, portes, fenêtres, chaises patinées par le temps. L'œuvre de Cabrita Reis rajoute une voix singulière à cette histoire de l'art récente. Elle porte aussi une empreinte méditerranéenne très forte et les traces d'une pensée ancienne dont l'homme est ou serait le paradigme. Attention, cette œuvre n'est pas pour autant confortable. La complexité des reflets et des faux espaces suscités par l'utilisation de vitrage peut parfois confronter le visiteur à un monochrome presque mutique, on va dire, et assez refroidissant. Les titres travaillés, souvent poétiques d'ailleurs, formulés dans de multiples langues, portugais, français, anglais et d'autres encore, développent ce lien au lieu et au territoire, en écho également à la carrière de l'artiste qui a dû inclure le mouvement de la périphérie vers le centre, question impossible à éluder pour la première génération d'artistes de la démocratie portugaise. On sortait des années Salazar, en contraste avec cette
géométrie poétique. Je rappelle que Salazar, c'était à peu près franco, hein, mais pour le Portugal. En contraste avec cette géométrie poétique, Mito Tempo, qui est daté de 1989, est l'œuvre la plus ancienne, hein, de cette exposition de Nîmes, hein. Elle joue le rôle de, on va dire, de point d'origine, hein, la marque de l'informe. Voilà. Une installation peut-être, justement peut-être celle de l'entrepôt Bichat lors de la Biennale de Lyon, hein. Je pense que c'est assez représentatif de son travail. Donc sur le blog de l'émission, http://arracay.blogspot.com. Tu connaissais Pedro Cabrita Reis? Non? Bon, mais tu as pu le voir au Carré d'Art de Nîmes aussi. Sans doute il y a eu déjà une ou deux œuvres qui ont été achetées par ce musée. Bien, pardon, merci beaucoup Jean. Non, je répondais à Jean que non, je ne connaissais pas cet artiste. Je n'ai pas la tête de Jean, parce que vous verriez sa tête. C'est un vrai coffre-fort. Moi, ma tête, c'est plutôt la taille d'un moineau à côté de la sienne. Mais oui. Bon, je vais tout de suite vous faire des petites annonces. Comme ça, après, on aura un bon quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes pour délirer sur le reste. Particulièrement sur le rapin social, je vous ai raconté des bien bonnes. Voilà, donc parler de Radio Libertaire, celle que vous écoutez en ce moment, et qui, n'en déplaise à Hélène, a besoin de thunes. Et nous ne faisons pas la manche, nous vous informons seulement que pour pouvoir assurer des émissions audibles, de temps en temps il faut changer le matos, il faut le réparer, etc. Et donc pour ça, on a une carte d'auditeur qui coûte 20 € et que vous pouvez trouver à la librairie Publico, et avec ces 20 € que nous vous pompons allègrement dans le porte-monnaie, on peut assurer nos arrières pour que cette radio puisse toujours émettre. Et puis, une autre œuvre de notre chère fédération anarchiste, la librairie Publico, dont Jean vous cause tous les mardis à propos des bouquins dont il vous parle, et cette librairie Publico, toujours 145 rue Amelot, une caverne dans les bobos, mais pas de 40 voleurs, parce que les livres qui sont là sont à vendre, parce que la librairie en est comptable. Alors, des livres de littérature générale, des livres militants, des CD, des affiches, des t-shirts, des flyers, enfin tout ce que vous pouvez trouver dans une librairie comme celle-ci, unique en son genre dans le monde entier. Et là, je crois que je n'exagère pas. Et ça serait vraiment pour vous mourir idiot que ne pas y mettre les pieds au moins une fois dans votre vie. Vous y trouvez, pour vous accueillir, 2 permanents propres sur eux, Max et Laurent, charmants camarades des bibliothèques vivantes, qui peuvent vous guider dans vos choix, enfin un peu vous guider aussi surtout dans la jungle des bouquins que contient cette librairie. Donc je répète, 145 rue Amelot à Paris dans le 11e, et métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République, tous les jours, les après-midi et le samedi toute la journée. Voilà. Et la 3e œuvre, Le Monde Libertaire, un magazine. Alors là, je voudrais pas quand même trop charger, mais il faut vraiment le lire pour comprendre tout son intérêt, avec évidemment des nouvelles du monde entier, ce qui se passe dans le Chiapas, ce qui se passe en Europe centrale, ce qui se passe en Europe occidentale, en France aussi. Toutes les manifs, toutes les turpitudes de ces ridicules petites choses qui croient nous gouverner, qui sont à peu près dépouillées de tous leurs oripeaux de pouvoir par des plumes scalpel et des cartoonistes, je vous dis pas.
que beaucoup de journaux nous envient, j'en suis sûr. Alors que les nôtres, ils travaillent gratos, contrairement aux cartoonistes des autres canards. Ce sont des bénévoles, car tout le monde est bénévole dans les œuvres de la Fédération anarchiste, sauf nos 2 permanents à Publico qui, eux, sont là tous les jours, et ça sera un peu difficile de nourrir leur famille s'ils faisaient ça tout à fait gratuitement. Mais ce sont les seuls de la FA qui soient rémunérés. Voilà, je vous ai tout dit, donc maintenant, c'est à vous de vous bouger les miches pour rejoindre au plus vite cette formidable librairie et pour aussi dévaliser tous les kiosques de la capitale qui recèlent ce journal, ce magazine, cet hebdo dont je viens d'évoquer les qualités, ou à la librairie Publico. Alors, dans les kiosques, comme je vous le rappelle à chaque fois, vous pouvez faire de la reprise individuelle, c'est autorisé. C'est une vieille manie des anards. Et puis, mais sauf dans la librairie Publico, là non, parce que ça mettrait un peu en danger nos camarades permanents qui sont comptables de ce qu'il y a dans leur boutique. Voilà, j'ai tout dit. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. À Racaille, la je ne sais plus combien tième, mais la radio est toujours aussi rebelle. On l'appelait, il fut un temps la plus rebelle des radios. Et c'est toujours d'actualité, je crois. C'est une œuvre de la Fédération anarchiste qui n'a ni Dieu, ni maître,
et une radio sans publicité. Là. J'ai réussi quand même cet exploit extraordinaire de renouveler dans une confusion totale mais mon petit blabla habituel. Enfin bon, Jean est à poste comme un navire, un transatlantique qui fend les flots, qui va les fendre bientôt. Non, c'est vrai, il fait un peu transatlantique, je dois dire. Qui va nous parler maintenant d'un troisième artiste, Jean Fabre. C'est vrai que c'est un zozo dont on a parlé ici à propos de son espèce de performance. De manifestation. C'était où, à Versailles, au Louvre? Il y avait le Louvre, il y a eu aussi Avignon. Avignon, oui, mais Avignon, c'est une bourgade provinciale sans intérêt. Mais bon. Et alors, puis voilà. On vient d'écouter Warren Zevon, Werewolves of London. Jean Fabre, il est né en 1958 à Anvers, en Belgique, hein, où il vit d'ailleurs et travaille toujours aujourd'hui, hein, comme Cabrita Reis vit toujours et travaille à Barcelone. Dessinateur, hein, plasticien, performeur, auteur, homme de théâtre, chorégraphe, éditeur, j'en passe et des meilleurs. Hein. Son œuvre polymorphe, marquée par l'idée de transgression, hein, il faut le dire, n'a jamais cessé de susciter sur son passage tant la controverse que l'admiration, on peut dire ça aussi, de ses contemporains. Après des études à l'Académie royale des beaux-arts et à l'Institut des arts décoratifs d'Anvers, Jean Fabre réalise des performances et des actions provocatrices, hein, qui lui forgent très vite une place au soleil, on va dire, dans l'art dit contemporain. Dessinateur avant tout, là c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai beaucoup utilisé cet outil, hein, c'est grâce en fait à ces innombrables séries d'œuvres Bic Art, d'immenses toiles en fait recouvertes de bic bleu, hein, qu'il est découvert par le grand public. Enfant terrible de la nouvelle vague flamande des années 80, il réalise parallèlement des mises en scène radicales et des chorégraphies d'une incroyable liberté, hein, avec sa compagnie de théâtre Troublane qui existe toujours. Dans la lignée du concept en fait de consilience qui vise à un effacement des frontières entre les disciplines, hein, c'est d'ailleurs assez répandu dans l'art contemporain, hein. Jean Fabre se revendique comme un mystique contemporain, un artiste hors du temps, local et universel. Il puise ses références dans toutes les époques et les domaines de la création et de la recherche. Art, sciences naturelles, mais aussi philosophie, littérature, religion, enfin, etc. L'univers fabrien, si je puis appeler ça comme ça, hein, est marqué par des figures emblématiques comme le chevalier, l'ange, le scarabée ou le hibou. Son œuvre plastique s'organise autour de métaphores et de grands thèmes tels que l'opposition entre la vie et la mort, l'homme et l'animal, ou encore la place de l'artiste dans notre société, hein, d'où d'ailleurs sa présence, comme les deux précédents, dans cette émission consacrée à l'éthique de l'art. La découverte de l'entomologiste Jean-Henri Fabre, hein, est à l'origine de sa passion pour le monde microscopique. Le scarabée sacré, auquel il s'identifie depuis la fin des années 70, deviendra son insecte fétiche, inlassablement décliné et mis en scène dans ses séries de dessins et ses sculptures. En humaniste, il place l'étude du corps matériel et spirituel au cœur de sa démarche artistique, hein, n'hésitant pas à repousser ses propres limites dans ses performances comme dans ses films. Alors Jean Fabre a participé à de prestigieuses expositions internationales, telles que la Documenta de Cassel, hein, décidément incontournable, mais aussi les biennales de Venise, de Lyon, de São Paulo, de Valence ou encore Istanbul. Il a fait également l'objet de nombreuses expositions personnelles et collectives au Stedelijk Museum d'Amsterdam, au Museum of Contemporary Art de Gand, au Kunstverein d'Hanovre, ainsi qu'à Bruxelles, Londres, Helsinki, Lisbonne, Lyon, Barcelone, Dubrovnik, Bâle, Francfort et Munich aussi, si mes souvenirs sont bons. En 2002, sur l'invitation de la reine Paola, il a créé l'œuvre Heaven of Delight, pour laquelle il fit recouvrir d'élytres de scarabée le plafond de la salle des glaces du Palais Royal de Bruxelles.
Et puis en 2004, il a réalisé une performance exceptionnelle au Palais de Tokyo avec l'artiste serbe Marina Abramovic. En 2006 aussi, on lui a consacré une grande exposition personnelle dans 5 lieux différents de la ville d'Anvers. Sa compagnie de théâtre Trouble Lane, dont j'ai parlé tout à l'heure, sillonne depuis plusieurs années les scènes internationales, notamment le théâtre de la ville de Paris, le Festival d'Avignon aussi, dont il fut l'invité d'honneur en 2005, avec un certain écho, il faut bien le dire, le Festival de Salzbourg également, et dernièrement la Cité de la musique de Paris avec la pièce I'm a Mistake. Voilà, en mars 2007, Jean Fabre a inauguré à Anvers le Trouble Lane Laboratorium, où il regroupe ses différentes diverses activités, et puis accueille également artistes et chercheurs. Voilà, une œuvre de Jean Fabre, peut-être l'homme dans les baignoires. C'est sur le site internet de l'émission http://arakai.blogspot.com. Et puis je vais vous faire deux expos donc avant de rendre la parole à Robert pour la minute pour la rubrique vitale du Rapin social. La première, c'était donc, comme je l'avais dit, Pedro Cabrita Reis. Là, il faut que vous traîniez vos guêtres jusqu'à Nîmes. C'est au Carré d'Art, 16 place de la Maison Carré. 30 000 Nîmes, c'est donc jusqu'au 23 janvier. Vous avez à peine plus de 10 jours pour y aller. Il y a 23 œuvres datées des 10 dernières années. Pedro Cabrita Reis s'approprie l'espace dès l'escalier monumental, pour ceux qui connaissent le lieu, dont les murs ont été peints en orange, une couleur rare, abstraite, parce que difficile quand même à associer aux éléments naturels du paysage. Et puis Fresh Hell, ça c'est à Paris au Palais de Tokyo. Fresh Hell, carte blanche à Adam McEwen. Le Palais de Tokyo, c'est 13 avenue du Président Wilson dans le 16e arrondissement de Paris. Ça, c'est valable jusqu'au 16 janvier. Vous avez encore moins de temps pour y aller. Ça vaut le coup d'œil. C'est un artiste britannique basé à New York, McEwen. Il fait dialoguer la sculpture médiévale avec l'art conceptuel, des artistes complètement oubliés avec ceux que, au contraire, l'histoire a consacrés. Voilà, tout a déjà été fait, et tant mieux. Pour McEwen, on peut enfin commencer à travailler. Voilà, Robert, c'est à toi, mon ami. Merci, mon Jean. Eh bien, pour la rubrique du Rapin vital, du Rapin social, on va d'abord vous passer une petite zik pour le temps que je me concentre sur cet ouvrage vraiment déterminant, un ouvrage qui a sa marque dans l'histoire de l'art contemporain, et aussi peut-être à l'intention d'auditeurs qui pensent, peut-être avec juste raison, mais seul l'avenir pourra trancher. Non, il n'y a rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais je voudrais leur dire que mes ricanements à propos de ce livre, ou de ce qui est écrit dedans, je ne pourrai jamais cesser de ricaner en parlant. Je pense que c'est un ouvrage d'humour assez extraordinaire, surtout quand il s'adresse à des gens. Je parle des artistes, je parle pas des... Effectivement, on a parlé un peu avec mon camarade Jean avant l'émission. C'est pas un livre qui s'adresse aux graphistes, c'est pas non, pardon. C'est tout le contraire que je voulais dire. C'est un livre qui s'adresse plutôt aux graphistes, qui s'adresse à tous les gens qui font de l'art appliqué, qui peuvent être des grands artistes. La question n'est pas dans ce qui sont grands ou petits, etc. Mais la question est qu'on n'évolue pas dans les mêmes milieux. Un graphiste, un styliste, un designer, etc. vivent dans un milieu qui est au contact de l'industrie, qui est au contact de choses comme ça. Donc il a des cahiers de charges à remplir. Il doit rendre des comptes aux gens qui lui payent son travail, qui rémunèrent son œuvre, parce qu'il peut y avoir effectivement des œuvres extraordinaires créées par ces gens-là. Mais un artiste basique comme je le suis, et comme d'autres, je peux vous en citer quand même pas mal, on n'a pas du tout les mêmes contraintes, on n'a pas du tout affaire aux mêmes gens, et donc tout ce qui est conseillé dans ce guide ne peut nous servir strictement à rien. Voilà, donc que ce soit bien entendu,
on en parle pour les gens à qui ça peut servir à quelque chose, mais on peut pas en parler à ces gens-là avec un ton docte. On peut en parler qu'en s'amusant. Je suis profondément désolé, mais je ne peux pas. Il y a des singeries que je suis incapable de faire, malgré que je sois doué pour pas mal de bêtises. Mais là, non, c'est au-dessus de mes forces. Voilà, à tout de suite. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, que vous allez vous gaver pendant quelques minutes pour... Si Jean voulait bien nous donner quand même le titre de ce morceau magnifique qu'il choisit. C'était Rick James, Super Freak. Voilà, et d'ailleurs, notre camarade Régis Spiquécou est sous le charme de ses choix musicaux. Tant que ça n'en restera que là, ça pourra aller. Bon, alors aujourd'hui, je répète à l'intention des gens sérieux que ce que je vais vous raconter là sur le ton de la plaisanterie est en fait considéré par certains d'entre vous comme tout à fait contraire à la plaisanterie. Mais bon, j'arrête là parce que je vais faire lourd. Mettre sa création en valeur. Voilà, pour moi, mettre la création en valeur, je parle pas de moi, Robert, mais je parle des gens comme moi. Quand on met notre création en valeur, c'est-à-dire qu'on met une baguette cache-clou autour d'un format qui vient d'être peinturluré, etc. Et c'est notre mise en valeur. On a mis une baguette cache-clou.
soit en bois brut, soit peintre en noir, soit laqué, soit bidouillé de quelque manière que ce soit, mais c'est la baguette cache-clou basique aussi. Alors, pour vous présenter, ou ça, je sais pas si la suite va nous l'indiquer, mais enfin, pour vous présenter, il vous faut un CA. Comprenez par là, curriculum Arte. Ah, parce que moi je connaissais le curriculum vitae, mais non, il y a le curriculum Arte, ou tout document approprié, dont le curriculum vitae probablement. Il n'y a pas de technique imposée, seulement quelques erreurs à éviter. Et la première, je crois que c'est de lire ce livre. Mais enfin bon, avant de commencer, vous devez vous demander quel objectif vous poursuivez. Voilà, pour un peintre, un sculpteur, un graveur, quel objectif peut-il bien poursuivre? Mystère. Un document pour démarcher les galeries n'est pas rédigé comme un feuillet à remettre à vos prospects. Qu'est-ce donc, mon Jean, qu'un prospect? C'est quelqu'un que tu prospectes. Ah bon, d'accord. Bon, donc je prospecte un marchand de parapluies, par exemple. Si tu veux. Voilà. Comme dans les galettes de Pont-Aven. Si tu veux, tu pourrais tu pourrais présenter des créations de motifs imprimés. D'accord, bon. Pourquoi pas. Le but est de présenter votre œuvre et de la mettre en valeur. Je vous recommande donc la baguette cache-clou. Elle peut être de toutes les épaisseurs, c'est pas le problème. C'est en fonction du format de l'œuvre. Plus l'œuvre est petite, moins la baguette est épaisse, plus l'œuvre est grande, plus la baguette est épaisse. Le but est de présenter votre œuvre et de la mettre en valeur donc avec la baguette cache-clou. La seule difficulté est qu'artiste débutant, vous n'avez pas grand-chose à dire. Eh ben moi, si j'ai à dire que on est toujours un artiste débutant, quel que soit l'âge que l'on a. Et ça c'est beau. Hein? C'est beau. Et c'est beau. Ça, c'est plus beau que du Véronique Chambaud, mais bon. Et artiste expérimenté, vous avez trop de choses à dire. Ah bon? Parce qu'on a trop de choses à dire quand on est expérimenté, et les inexpérimentés n'ont rien à dire. Oh là là, là on va loin. Pour résumer, il vous est recommandé de faire efficace et clair, et de bien adapter votre CA à la cible visée. La vache! Vous présentez à un amateur, exposer dans une galerie, participer à une exposition collective, point. Alors une cible, vous vous rendez compte, là on est dans le militaire, là, la cible. Sarah le militaire ou le service de renseignement. Sarah Palin, je dis. Ouais, Sarah Palin, voilà. Pour résumer, il vous est recommandé de faire efficace et clair, ça je me répète parce que avant que ça me rentre dans la tête, pour adapter blablabla, blablabla. Et vous devez en toute simplicité indiquer votre discipline, peinture, sculpture, dessin, et etc. Votre style, abstrait, figuratif, et etc. Votre technique, aquarelle, acrylique, technique mixte, huile, et etc. Les principales expositions auxquelles vous avez participé, individuelles, collectives, et éventuellement les références des ouvrages que vous avez rédigés ou dans lesquels vous figurez. Alors là, ça devient un peu obscur. Vous pouvez y ajouter 1 ou 2 reproductions de vos œuvres. L'art est visuel. Merci de nous le rappeler. Autant en profiter. Avec les nouvelles techniques de scannage et d'impression, c'est chose aisée. Oui, à condition qu'on ait la thune d'avoir un scanner, d'avoir une imprimante et surtout d'avoir le fric pour acheter des encres d'imprimante. Et vous ne devez pas omettre de mentionner vos coordonnées pour que l'on puisse vous joindre. C'est un détail, mais il est souvent oublié. Foutus artistes. Des petites têtes de linotte. Oh là, il faut que je me presse, car la pendule tourne. Si vous avez remporté des prix, vous les indiquez. Mais il n'est pas utile de tous les citer. Surtout quand on n'en a remporté aucun, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. À trop vouloir prouver, on en fait douter. Oh bah bon. Si vous avez suivi un cursus artistique, vous pouvez le préciser. Mais si vous êtes autodidacte, ce n'est pas la peine d'en parler. Bah, évidemment. Voilà. L'essentiel est ce que vous produisez. Bah voilà, c'était l'essentiel et c'était ça qu'il fallait dire en premier, à mon avis. Bah enfin, bon, passons. Aujourd'hui, qu'importe la façon dont vous y êtes arrivé. D'une manière générale, n'indiquez rien qui puisse vous dévaloriser. Oui, j'imagine le gars qui écrit un curriculum en disant je suis un pauvre con, un loser, j'ai rien fait de ma vie, etc. Mais néanmoins, j'aspire à vendre mes œuvres. Ah là là, si vous avez peu exposé, vous
mais bien diffuser votre création auprès de votre famille et vos amis. Faites état de votre présence dans de nombreuses collections en France ou à l'étranger. Cela présente bien. Bah oui, bien sûr. On se dit que votre art est apprécié. Si vous êtes inscrit à la Maison des Artistes, c'est vous qui jugez si vous devez le signaler. À mon avis, mieux vaut ne pas le signaler. Dans le milieu artistique, on se comprend. Ah bon, c'est une révélation. Mais dès que vous en sortez, c'est indifférent. Et à l'étranger, c'est insignifiant. Voilà, je crois que là, on est arrivé au point de non-retour. Je pense qu'on pourra poursuivre la prochaine fois. Point trop non faux. Il faudrait pas abuser et trop vous fatiguer. Et encore une fois, pour ceux qui pensent qu'on prend ça un petit peu trop de la manière comme une plaisanterie, je vous prie de nous excuser. En particulier de m'excuser, je ne recommencerai plus jusqu'à la prochaine fois. Salut! Salut à tous, à la semaine prochaine.